10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant avec le lien en description. Musique d'intro beaucoup trop enthousiaste pour mon état d'esprit actuel, les amis. Il est dimanche soir, 23h21. Mon Noël s'incline encore contre le Paris Saint-Germain, encore dans un scénario frustrant. 3-2, but dans les tout derniers instants de l'inévitable João Neves. On sait qu'il est extraordinaire. Sur coup de pied arrêté, qu'il a un vrai bon petit sens du but. Il nous crucifie au bout du bout. Et on enchaîne un autre résultat décevant. En vrai, on est sur 4 matchs d'affilée. Résultat très décevant. 3 matchs consécutifs en Ligue 1 sans victoire. Le 2-0 contre le Betis. Tenir le match nul contre le PSG, ça aurait été énorme. On n'était pas loin de le faire. Vitinha, homme du match. Au moins, avec les supporters, bon état d'esprit, effectivement. L'équipe mérite d'être encouragée. C'était pas parfait, et je vais pas dire que c'est la performance du siècle non plus. On va parler de 2-3 choses qui allaient moins bien. Je vais pas faire une analyse tactique très longue. Je suis pas le mood. Moi, j'ai la flemme de ouf. Mais on va parler de City par contre. City, ça va être cool. City, Liverpool à 17h30, là, ça c'était vraiment sympa. Et on discutera un petit peu de ça, de l'inévitable Jérémy Doku. L'inévitable, tout le monde est inévitable. Il y a aussi l'inévitable Paris Saint-Germain tout en haut du classement de Ligue 1. Si on les avait tenus en échec, je crois qu'il y avait pas mal de mecs qui étaient derrière nous ce soir, parce qu'effectivement, on aurait eu un tiercé de tête à 25 points, et l'OM devant au goal average. OM, Lens qui a battu Monaco, que j'ai regardé samedi soir, pur match. Lens, c'était... Et la Ligue 1 dans l'ensemble, vraiment vrai kiff sur le début de saison. J'ai maté aussi OM Brest. J'étais deg de ne pas pouvoir regarder Lille-Strasbourg, mais je pense demain, je me trouve un long format du match, le match en entier que je peux le télécharger. Je regarderai parce que c'était dans le même temps que Liverpool City, je n'ai pas pu mater. Mais ouais, la Ligue 1 vraiment kiffante. J'ai une vidéo qui arrive là dans les prochains jours, spéciale Ligue 1, avec un invité. Ça va mon chat qui est sur le clavier. Hop. Avec un invité qui, je pense, va vous régaler. Première fois sur la chaîne, ça va être plutôt cool. Donc rendez-vous bientôt pour ça. Le Paris Saint-Germain va passer la trêve, une de plus tout en haut. Les cartes auraient pu être encore plus rebattues. Mais ils nous ont battus, ils l'ont fait. Passons à ce qui fâche. Alors, vous savez que je suis pas le plus grand fan de parler d'arbitrage. C'est pas mon plus grand kiff. Pour moi, il y a Yaman Zabarni. Et c'est pas pour moi, c'est Yaman Zabarni. Si vous regardez les images, elle est hyper légère. Mais je crois qu'il n'y a rien dans les règles sur main légère. Genre, si c'est une déviation très légère, je crois pas qu'on dit que c'est pas main quand même. Et c'est plus la position, clairement, elle est là. Si vous regardez les images, que vous regardez le ballon, regardez le ballon, les images au ralenti, vous voyez qu'il y a légère déviation de la trajectoire. Donc forcément, il y a un contact. Donc forcément, c'est de la main. C'est pas grand-chose. Si vous regardez aussi les doigts, ils réagissent légèrement au ballon. La position de la main change un petit peu. Donc c'est une main très légère. C'est une main quand même. Et pour le coup, autant il y a des mains et des pénaltys où t'es là, bon, qu'est-ce que ça change réellement, etc. Bon, en vrai, là, il y a Maitland-Niles qui met sa tête et le ballon, il est peut-être suffisamment dévié pour que ça te prive d'un tir cadré ou de quelque chose. La main, elle est vraiment dans une position illicite en plus. Donc, pour moi, ça tous les jours. Enfin, tous les jours. Oui, enfin, c'est penalty. En vrai, au moins, c'est checker VAR pour que tu regardes s'il y a eu contact avec la main. Encore une fois, si j'apprends demain matin que, en fait, si la main est vraiment très légère, c'est pas main, je changerai d'avis, mais je sais que c'est pas le cas. Donc, pour moi, il y a main. Pour moi, il y a penalty. Voilà. Ouais. Quoi de plus? Ce but de Kfara, le 2-1, pour moi, il y a faute. Le genou de Vitinha prend le genou de Tessman avant que le pied prenne le ballon. Et en plus, je trouve qu'il y a un petit peu jurisprudence sur beaucoup de ces situations-là, où quand il y a prise de balle par l'arrière, en ayant traversé le corps du joueur,
Aujourd'hui, on voit ça donner faute. Et il y a de plus en plus de protection du joueur avec ballon là-dessus. Même parfois des tacles qui sont super propres et qui commencent par le ballon et après, dans un second temps, prennent la jambe. Maintenant, ça, c'est donner faute. Et même en première ligue, de partout, il y a vraiment un truc autour de ça. Donc là, encore une fois, genou contre genou. Puis ensuite, dans un second temps, le ballon qui est pris par le pied. Aujourd'hui, ça, c'est donner faute. Et ça n'a même pas été checké. Je trouve ça bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, je sais pas qu'il y a une conspiration, mais c'est juste... Je trouve ça regrettable, parce que normalement, pour moi, ce but, il est annulé. Et ensuite, le 3-2 de Neves, magnifique tête au premier poteau. Bon, on doit être beaucoup mieux sur la défense du coup de pied arrêté. Le carton rouge de Tagliafico. Alors là, je vais pas dire 100% qu'il n'y a pas second jaune. Juste, on n'a pas vu de ralenti. Genre, les seuls ralentis qu'on nous a montrés, c'est celui-là et celui-là. Un de très très loin, honnêtement, même en zoomant, tu vois rien. Un très très flou, tu vois rien. Donc peut-être que là, il va y avoir des images qui vont sortir dans la soirée et qui vont montrer qu'il y avait second jaune. Honnêtement, très possible. Très possible. Là-dessus, j'ai pas un jugement péremptoire. Je vais dire aussi, s'il y a des Parisiens qui sont très énervés là, moi-même, en tant que supporter lyonnais, il y a des moments où je me suis dit, peut-être là, on évite un penalty un peu litigieux, genre le moment où Kvara, il donne dans l'intervalle pour Mayoulou, dans le dos de Clinton Mata, que les deux s'entrechoquent, que les deux tombent. On a sifflé faute offensive de Mayoulou. Bon, peut-être là-dessus, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis en train de faire de la compensation ou est-ce que en vrai c'était un peu chelou? Aussi, en première période, Tagliafico sur Warren Zaïre-Emery, le centre second poteau. Il touche pas du tout le ballon. Zaïre-Emery, c'est pas un plongeur. Et il le déstabilise assez clairement aussi. Donc peut-être ça, c'est un peu litigieux aussi. Je sais pas, je trouve l'arbitrage dans l'ensemble a été catastrophique. Je trouve qu'on est quand même plus lésé. Notamment pour ça. Et pour le penalty qui... Si vous regardez l'hyper ralenti et que vous voyez... Regardez juste le ballon et regardez juste la trajectoire du ballon. Comme la trajectoire du ballon change légèrement, forcément il y a eu contact. Il y a eu contact. Je pense pas qu'il y a... Genre... une force alien d'Interstellar qui est passée dans la 4ème dimension et qui a dévié le ballon. Je pense que c'est sans doute plutôt la main gauche de Zabarni. Donc voilà. Après, moi je suis pas un méga fan de donner des penalties sur tout et tout et tout. Donc il y a plein de penalties que j'enlèverais dans le monde du foot. Je trouve ça c'est un bug de notre game design, une faiblesse de notre game design footballistique, qu'on donne 3/4 de but à plein de situations qui méritent pas, etc. Il y a trop de penalties en général, mais c'est juste dans l'absolu, quand on sait comment les règles sont appliquées, là, je trouve qu'on est un peu lésé. Et voilà, donc il fallait évacuer ça. Ouais, je suis un peu deg parce que je pense sur ce match, avec un arbitrage différent, on repart peut-être avec le point. On a fait plutôt un beau match. Alors, le Paris Saint-Germain était quand même sans Dembélé, sans Doué. Barcola n'a pas joué la moindre minute. Ils étaient sans Marquinhos, ils étaient sans Mendes. Marquinhos est rentré en fin de match, mais ils étaient sans Mendes et sans Hakimi. Donc déjà, tu commences un match sans Doué, sans Dembélé, sans Barcola, sans Hakimi, sans Mendes, qui joue pas la moindre minute. Il y avait quelque chose à faire. Ça, c'est sûr, c'est très très bon pour nous. Et c'est assez extraordinaire que le Paris Saint-Germain ait gagné à Lyon sans ces 5 mecs-là. Ça montre qu'ils sont costauds, mais forcément, ils allaient avoir des limites offensives. Et c'est à nous d'en profiter. Nous aussi, bien sûr, il nous manquait du monde. Tolisso, qui est rentré ensuite. Bon, on a un match, on n'a toujours pas vraiment de neuf, Satriano ne joue plus. Donc, Ghezal en faux neuf, ça a été très difficile pour lui. Bien sûr, il nous manque Malik Fofana. Il nous manque quelques gars. Donc nous aussi, on n'est pas au complet. Il nous manquait Pavel Such. Donc, on fait 2 changements seulement, Karbech et Tolisso. Donc nous aussi, on n'était pas au complet. Dans ce match, beaucoup aimé. Et genre, c'est un understatement. Clairement, je surkiffe Afonso Moreira. Il m'a absolument régalé. Combatif, hargneux, un peu les 2 pieds. Genre, pas mal de choses avec le pied gauche aussi. Le but du 1 partout, top appel, top finition. Face à Zabarni, il a livré un vrai duel. Et il m'a vraiment fait kiffer. Le ballon par-dessus, hop, magnifique contrôle orienté, se l'amène parfaitement. La finition premier poteau, un peu contre-pied aussi.
Afonso Moreira, là, depuis 3 matchs, 3 titularisations en Ligue 1, plus des entrées pertinentes en Europa. Vraiment, il fait kiffer. Je veux pas trop spoiler, mais si demain il y a une draft qui tourne pour 400 000 euros, peut-être qu'il fait partie de mes 32. Ouais. Pas trop compris la célébration. Steph Curry, par contre, il n'y a pas de night quand on égalise 30e minute. Mais peut-être qu'il va apprendre. Je lui souhaite d'avoir plus de célébrations à faire pour apprendre exactement comment les calibrer. Dans le dos du Paris Saint-Germain, clairement, il y avait de l'espace. Beau mouvement complémentaire, sans véritable neuf. Des décrochages de centraux, des centraux aspirés, Maitland-Niles là qui plonge dans le dos de Zabarni et son enchaînement là se retourne à 360 degrés et le lob par-dessus Chevalier qui est un petit peu sorti aux fraises, mais magnifique, franchement, top but, splendide. Maitland-Niles qui a un petit peu des choses à se faire pardonner sur le plan défensif, mais là il a été top. Ça n'a pas suffi. J'ai pas mis le but de Kfara, j'ai pas mis le but de Warren, où ils ont bien percé de notre côté. Et on a clairement beaucoup de lacunes aussi. Et j'ai pas mis le but de João Neves. J'ai la rage, je suis deg. Il n'y aura pas de but parisien dans ce débrief. Mais bon. Je crois que si... J'ai pas mis beaucoup d'images tactiques. Si je dois dire dans ce match, au-delà de l'arbitrage, qu'est-ce qui fait qu'on prend pas le point du match nul? Athlétiquement, difficile pour nous. L'effectif qu'on a, bon... Il n'est pas très profond, on fait 2 changements, alors que dès l'heure de jeu, on se replie en bloc bas et grosso modo, on est pas mal en souffrance. Donc, nous, on ne peut pas vraiment tenir 90 minutes, on n'a pas ça dans les pattes. Bon, déjà, tu démarres avec Ghezal en faux neuf, t'es direct dans le bricolage. Tessman a fait un match très compliqué, donc au-delà de l'erreur ou la faute qui amène le 2-1 de Kfara, mi-erreur, mi-faute. Parce qu'il se fait quand même bien presser, et même s'il n'y a pas faute de Vitinha, s'il y avait eu faute sifflée, ça le sort un petit peu d'un mauvais travers, d'une mauvaise situation. Donc, et même dans l'ensemble, il a beaucoup gâché, même sur des phases hautes, même sur des phases avec ballon où on avait un petit peu du jeu, et des passes ratées qui donnent une transition et en plus te privent de t'installer un petit peu ou d'avoir une belle séquence. Donc techniquement, il a été en grande difficulté, Taner Tessman. Ça a été compliqué. Qui est-ce qui m'a pas plu non plus ? Après, ça va, défensivement, on a plutôt... on prend 3 buts, mais pas mal de combats. Kluivert, j'ai bien kiffé, honnêtement. Kluivert, c'était pas mal. Beaucoup mieux que d'habitude. Qu'est-ce que je me suis noté ? Des moments où, on avait des situations installées dans le camp adverse et on manquait trop de justesse technique pour vraiment les transformer. Et en plus... on se crée des situations dangereuses en transition. Donc je trouvais que techniquement, même si on a eu quelques éclairs de génie, techniquement le match il n'était pas assez propre pour peut-être tirer quelque chose d'un match contre le PSG quoi. Donc ça c'était difficile. Ouais, beaucoup de pertes évitables je trouve. Et c'est grosso modo ce que je me suis noté. Par qu'Afonso Moreira est un baller. Ouais. Deg. C'est comme ça. Le PSG en Ligue 1 va jouer ses prochains matchs contre Le Havre, Monaco, Rennes, Metz, Paris FC. Est-ce qu'ils peuvent lâcher quelques points ? Bon, pour moi, c'est pas... Plus pour Marseille que ça les concerne, où il y a un PSG Marseille Trophée des Champions, 8 janvier. Nous, on sera pas dans la lutte pour le tout haut du classement. Notre effectif est trop court pour ça. En plus, avec athlétiquement l'Europa League qui nous coûte pas mal de force. Le PSG va jouer Lille, Marseille le 8 février au Parc des Princes, déplacement à Rennes. Bon, on verra de toute manière, ça me concerne pas trop cette situation du PSG en Ligue 1. Mais la Ligue 1 dans l'ensemble, bien kiffante. Honnêtement, cette saison, c'est vraiment sympa à suivre. Beaucoup de top talents. Donc je me régale plutôt. Et là, on a quand même 7 équipes qui se tiennent en 7 points aux 7 premières places. Plutôt cool. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est mieux quand il y a une vraie course au titre. Peut-être qu'il pourrait y en avoir une. Paris Saint-Germain semble quand même avoir de l'avance. Et quand tu vas battre Lyon à Lyon avec tellement d'absents, c'est quand même pas méga rassurant non plus. Mais voilà ce que j'avais à dire sur mon Noël. Déçu, je pense que l'arbitrage tourne contre nous dans ce match.
que c'est un fait majeur, en vrai, que ça change pas mal de choses. Mais c'est la vie. Et Manchester City, c'est du sérieux. Énorme contre Liverpool. Alors, on avait plutôt un bon feeling sur Manchester City, notamment contre les Reds. On disait qu'on les voyait favoris, on disait qu'ils étaient en train de faire la saison de la vengeance. On avait vu leur match contre Dortmund, contre Bournemouth. On en avait beaucoup parlé sur les derniers jours. Pep et ses gars, ils sont là. Ils sont de retour. Il embrasse sa famille en tribune. Il a fêté son 1000e match sur un banc de touche. Et Jérémy Doku en a été le héros principal. Il est tellement fort en ce moment. Je l'ai drafté avec Stan. J'en parle depuis des semaines. Je suis tellement fan du niveau de Jérémy Doku sur ce début de saison. J'ai dit top 10 monde du début de saison et pas 10e. C'était déjà un tweet en préparation avant qu'il marque le 3-0. Quand je l'ai envoyé, je me suis demandé si c'était même pas conservateur. En vrai, qui est-ce que tu mets forcément devant Jérémy Doku sur son début de saison? Kane, Haaland, Mbappé, au lycée peut-être, Luis Diaz, dans la discussion déjà, je trouve. Foden, ouais, pourquoi pas, dans la discussion avec Doku. À Arsenal, tu peux aller chercher quelques gars, je pense, dans un registre différent. Après, ça devient dur à comparer. Est-ce que tu mets Rice ou Doku, Gabriel ou Doku, c'est tellement différent comme profil. Mais ouais, top 10 et pas 10e, je pense. Si demain je vote pour le Ballon d'Or, je le mets clairement dans mon top 10, sûr et certain. Il est extraordinaire. Il est beaucoup plus complet qu'avant. Il a fait un top match. Et Manchester City, en profitant du match nul d'Arsenal au Stadium of Light, Brian Brobet, dernière minute, incroyable les gars de Régis Lebris. City revient à 4 points d'Arsenal. 4 petits points d'Arsenal. Même différence de but. On a peut-être une course au titre ravivée. Et je vois vraiment avec City une équipe qui peut gagner le titre. Ils sont à ce niveau-là. Arsenal, ça va être chaud. Peut-être que Martinelli a marqué le but le plus important de la saison il y a quelques semaines. Ils sont forts. Ils sont très forts City. Ils ont explosé Liverpool. Ils ont désormais 4 points de plus qu'eux. Et on a 5 équipes qui se tiennent en 1 point entre Sunderland, Tottenham, Aston Villa, United et Liverpool. Fait assez notable quand même. Liverpool, champion d'Angleterre en titre, est le dernier classé du Big Six historique. Arsenal est premier, City est deuxième, Chelsea est troisième. Ils sont bien remontés eux aussi. Quand tu joues les Wolves, ça aide à remonter. On reparlera bientôt de Chelsea, je pense. Tottenham est cinquième, United est septième. J'ai vu Tottenham United aussi, c'était un régal samedi. Et Liverpool, donc, est seulement huitième avec plus 1 de goal average. Après, ils ont le même nombre de points qu'United et Tottenham. Mais ouais, ils ont été mauvais dans ce match. City, l'épée médiévale de Pep Guardiola, dont on parlait contre Dortmund, qui est passé sur la pierre à aiguiser pendant des heures et des heures, tellement tranchante, plein axe, avec tellement de joueurs dans le couloir axial. On l'avait vu contre Dortmund, on l'a encore vu contre Liverpool. Alors c'était l'épée contre Dortmund, c'était peut-être le cerf-volant contre Liverpool, avec là, on a Nico Gonzalez entre Gvardiol et Ruben Dias, Foden qui décroche, mais Doku, regardez, très intérieur, Cherki légèrement plus haut, Bernardo ici, une sorte de losange au milieu, mais 7 joueurs de Manchester City, Gonzalez, Nico, Gvardiol, Foden, Bernardo, Doku, Ryan et Erling Haaland ici, qui sont sur 10-15 mètres de largeur. Encore une fois là, on regarde cette surcharge axiale, et Pep en a beaucoup parlé en interview récemment. On l'avait vu énormément contre Bournemouth, c'était assez choquant, Foden et Doku très très intérieurs comme ça. Sur ce changement de direction de Nico Gonzalez, il trouve une passe à l'intérieur ici pour Cherki. Toutes ces combinaisons axiales, comme c'était encore à l'Etihad, j'avais l'impression de regarder parfois une rediffusion du match que je venais de me faire contre Dortmund quelques jours plus tôt. Coup franc gagné par Cherki ici, ça va amener une situation dangereuse ensuite. Sur les sorties, pareil, regardez Bernardo pour Nico. Nico très très serein en possession, une touche qui transmet pour Foden en décrochage, le contrôle jambe éloignée, Massian, et ensuite 5 gars de Liverpool battus, le ballon pour aller lancer Doku en profondeur. Doku, il a été très très fort à l'intérieur du jeu, il a été très fort en transition, il a été très fort dans la surface de réparation. Il a tout fait, et là, lancer le petit ballon qu'il met pour Foden, c'est une merveille. Foden, malheureusement, rate son contrôle.
Ça lui arrive rarement, mais là, ouais. Mais Doku, il avait pas ça avant. Et on en a parlé. Parce que Doku, il a ajouté sur la dernière passe, l'avant-dernière passe, les passes tranchantes axiales comme ça. Déjà contre Dortmund, il en avait une sur une sortie de balle où il envoyait Nico O'Reilly en profondeur sur 35 mètres dans le dos de la ligne. Là, magnifique petit ballon transitif pour Foden. Ça donnera rien parce que son contrôle est raté, mais encore top Doku. Qui se proposait régulièrement dans le demi-espace. Souvent, O'Reilly avait la largeur. Il se retourne. Il y a peut-être Foden à servir encore une fois à l'intérieur. Regardez cette surcharge axiale. Doku qui se retourne dans le sens du jeu à l'intérieur. Il a Foden en escalier. Haaland, Cherki très proche. Bernardo pas loin. Un peu relationniste, ce Manchester City de Pep Guardiola. Et pas que dans le dernier tiers, même dans la seconde phase de construction, là, avec Doku. Peut-être il peut aller chercher Foden. En même temps, il a Gravenberch en face. Gravenberch, la pieuvre, on connaît ses longues jambes, 1m90, sa qualité d'interception. L'année dernière, le joueur de Première Ligue avec le plus d'interceptions. Donc, il choisit plutôt de jouer côté, où il y a O'Reilly qui a proposé. Il propose énormément, tout le temps. Le centre de O'Reilly est repoussé. Doku surgit. La contre-pression aussi est là. Et la seconde accélération derrière, entre Szoboszlai et Bradley. Konaté surgit, ça donnerait en bout, mais c'était méga dangereux, encore une fois. Liverpool a cherché à presser. Ils ont cherché à mettre City long de ligne de touche, un peu les coincer. Mais régulièrement, un axe Bernardo-Haaland, avec Haaland en jeu de déviation, du jeu mi-long comme ça. Encore la preuve d'un City qui est capable de plus de variété dans sa sortie et de plus de variété tactique en général. Pas que du jeu court, pas que du... Là, Haaland, troisième homme, mais troisième homme, il trouve Doku avec du jeu de déviation poitrine. Doku qui accélère, top. Qui passe le corps devant Wirtz, qui décélère légèrement à ce moment-là pour vraiment le coincer derrière, lui mettre un petit coup de fesse. Ici et là. Ça m'a fait penser à ce qu'on voit en NBA avec Mitchell, Brunson, Shea. Décélérer légèrement pour coincer ton mec derrière, le déséquilibrer un petit peu. Doku, il a les fesses pour déséquilibrer et Wirtz ne le rattrape pas. Derrière, il réaccélère, il enclenche et il va aller gagner une touche haute sur une accélération de 50 mètres. Doku est le joueur en Europe avec le plus de portée progressive. Et ça, c'était un bon exemple. Entre deux, même si Bradley n'a pas fait le pire match du monde face à lui, il a tellement de mobilité, il est tellement gênant, et même quand ses dribbles n'aboutissent pas, bon, il a réussi quand même 5 sur 6 sur la première période. Personne en avait plus d'un. Il était incroyable sur la première mi-temps. Mais même quand ça passe pas tout à fait, il sème tellement la zizanie, Konaté intervient, il profite du chaos, récupère quand même ce ballon dans la surface de réparation et gagne un penalty sur un contact assez léger de Mamardashvili. Assez léger. Mais c'est quand même donné. Haaland le rate. Il rate pas mal ses penalties en ce moment. Il a 13 buts de Première Ligue. Bon, maintenant 14 avec sa tête. Mais il a aucun penalty dans le lot. Et c'était le premier qui tirait de la saison en PL. Il le rate, mais en sélection internationale, il en avait raté 2 contre Israël, si je dis pas de bêtises, avec la Norvège. Pourrait avoir encore plus de buts, l'alien. Alors regardez sur la première phase. Cherki qui décroche comme ça, très proche de Bernardo, très proche de Foden, c'est Gvardiol qui est le porteur. Ouais, beaucoup de jeux combinés, très axial. Et c'est même aucun de ces trois-là qui vont être servis. Gvardiol, il trouve une passe dans l'intervalle Szoboszlai-Gravenberch, là, assez hardcore pour Haaland en décrochage. Qui de plus en plus participe au jeu, sur du jeu de déviation, qui fait un peu la planche, la tavella. Et en plus de cette force axiale, l'épée de Pep Guardiola, le sabre laser du comte Doku, et ben en plus ils ont la largeur, parce que Doku il n'est pas toujours plein axe. Ils peuvent aussi aller chercher la largeur, comme là, Foden pour Doku qui accélère, 1 contre 2, Gravenberch vient aider Bradley, comme on voyait beaucoup Gravenberch venir aider Bradley face à Vinicius en milieu de semaine en Champions. Mais Doku, en ce moment, c'est pas une injure à Vini de le dire, il est assez au-dessus de Vini. Il est très dur à défendre, et là il trouve un ballon entre les deux. Mais regardez tellement de citizens qui se sont proposés. Il y en a 4 là sur la même ligne à l'entrée de surface. Et Cherki a une frappe surface au bout de cette action. Des frappes surface de réparation, c'est
En foot, c'est de l'or. Et ça, c'est venu, grosso modo, de la surcharge axiale de City qui permet de trouver un premier décalage, mais ils ont aussi de la largeur avec Doku qui peut accélérer en 1 contre 2. Et quand on parle de cette machine à portée progressive, c'est parce que personne n'ose l'attaquer là. Donc il peut aller gagner 20 mètres. Et ensuite, il donne de plus en plus des bons ballons. Il a vraiment étoffé sa panoplie. Les ballons dernier tiers comme ça, les dernières passes, Doku, il a vraiment ajouté quelque chose. Et ouais, voilà, je voulais montrer les petits décrochages de Cherki, d'Haaland, Nico O'Reilly dans le demi-espace. Du coup, Liverpool calque un petit peu sa forme sur cette surcharge axiale de Manchester City. Regardez à quel point le bloc est très très serré dans l'axe, à part Robertson qui est là-bas, mais en vrai, du coup, sur personne. Doku, lui, est seul dans 25 mètres de largeur. Bernardo Haaland, comme je disais, ça a régulièrement été un circuit. Ça a bien marché. Pour Foden, l'a lancé. Et ensuite, tu mets Doku dans le sens du jeu. O'Reilly, qui est une machine avec son 1m93, une machine à faire les allers-retours. Sa condition physique, Pep en a aussi parlé en conférence de presse. Ajouter O'Reilly, ça nous a fait beaucoup de bien par rapport à la saison dernière. On était athlétiquement, on était mort, physiquement, on était mort. Il dit j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû aller chercher des gars du centre de formation plus tôt parce qu'on avait besoin de cette énergie. Et O'Reilly l'a immédiatement cité comme un exemple clair de ça. Doku face à Bradley, ça passe pas tout à fait. Mais il lui fait une prise de judo et c'est tout à fait licite, il n'y a pas faute, mais il résiste super bien dans le choc. Et ensuite là, en pleine surface, fait la même fisse de paille. En se retournant, se mêle comme ça, et il se met sur son pied gauche, et c'est une frappe cadrée, sortie par Mamardashvili. Il était vraiment intenable, il a été excellent, il a marqué un but, je n'ai pas mis ici, le 3e but du match, splendide. City a été vraiment très très fort. Doku a été excellent. Et aujourd'hui, si je devais faire un power ranking, City, je les mets top 3 au monde. On a le Bayern, on a Arsenal. Le PSG pas loin, J'aimerais bien voir un City PSG. City contre un PSG avec quand même qui récupérerait quelques-uns de ses gars, un peu à force complète. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir ce que ça donne. C'est un match-up qui m'intéresse beaucoup. On va voir Arsenal-Bayern. C'est dommage qu'on n'ait pas City-PSG bientôt. Mais typiquement, on a City-Real début décembre. En plus, c'est au Bernabeu. Je vais parier sur City, je pense. et déjà, là contre Liverpool, je regrette de ne pas avoir parié parce que j'étais vraiment... je le sentais de ouf et j'en avais beaucoup parlé avec vous. Mais prochaine fois, je mettrai l'argent où est ma... I will put my money where my mouth is parce que je croyais vraiment en eux. Doku était excellent. Ils ont été vraiment, vraiment au-dessus. Et Liverpool, du coup... Alors, c'est intéressant parce que... Du coup, City explose Liverpool. Ils sont nettement au-dessus. Liverpool a battu le Real. On pensait Liverpool est un petit peu de retour. Mais en plus, le Real, pas bon ce week-end. Le Real déstructuré par Liverpool à Anfield. Est-ce que ça veut dire en fait que juste leur victoire contre le Barça disait plus de choses sur le Barça que sur eux-mêmes? C'est un jeu de domino où à chaque match, je me dis, ah en fait, peut-être qu'ils n'étaient pas si forts que ça, c'était plus l'équipe qu'ils ont battue qui était un peu en dessous. Genre Liverpool avec le Real et le Real avec le Barça. Mais le Barça a gagné ce week-end, non? Triplé de Lewandowski, je crois, j'ai vu. Donc on essaiera de rattraper ça demain. Mais ouais, c'était mon petit débrief chill du dimanche soir. Il est tard, j'ai envie de dormir. Ça a été un gros week-end. J'ai regardé beaucoup de matchs. Mais celui qui m'a fait le plus kiffer de tous, c'était City. Et c'était le compte Doku. J'espère que ça vous a plu, les potes. J'espère que vous n'avez pas trouvé que j'ai ragé sur l'OL, l'arbitrage, etc. C'est pas la fin du monde. Perdre contre le PSG à la fin, on est habitué. Hein, c'est pas... Ça arrive et de toute manière, on se bat pas pour les mêmes choses. On se bat pas pour les mêmes places. J'espère quand même qu'on fera top 4. Je pense qu'on peut aller chercher la Champions, même dans cette année de transition, même dans cette année difficile. Il y a quelque chose dans cette équipe. Il y a des bons petits joueurs. Afonso me fait kiffer. C'est mon gars. C'est pas le seul, il y a plein de mecs que j'aime bien. Et c'est une belle Ligue 1. Donc on n'en parle pas assez depuis le début de saison, et même depuis quelques saisons. Mais après, depuis quelques saisons, c'était nul. Donc c'était pour moi normal de pas en parler. Mais là, on va beaucoup plus en parler. Et notamment bientôt dans une vidéo que j'espère vous allez kiffer. Merci d'avoir été là les potes, passez un très très bon dimanche soir et un très bon début de semaine surtout. Prenez soin de vous, on se dit à très vite. Bisous.